Bienvenue dans le 63 Cast. Aujourd'hui, on parlera de vidéos au ralenti, dans la virgule what the fuck et aussi dans le potager du web. Et on fera un quartier libre, pas ralenti du tout, parce qu'on a plein de choses à dire, parce que Framasoft, depuis 1 an, dégoogleise tout Internet et lance plein de projets. Donc il y a plein de trucs à dire avec Pierre-Yves Gosset, donc délégué général de Framasoft. Bonjour. Ouais. Bonjour. Et ça va être trop bien. Et on commence par une bébé actu à propos de l'Apple Watch. Alors ça va te plaire. Oh, chouette. L'Apple Watch qui est sorti il y a je sais plus combien de mois et je m'en fiche un petit peu. Il s'avère que les possesseurs la rentabilisent rapidement car ils la consultent entre 60 et 80 fois par jour. Alors j'ai une petite devinette. Qu'est-ce qu'ils font sur cette montre quand ils la consultent la plupart du temps? Ils vérifient le nombre de pas qu'ils ont fait. Faux, ils regardent l'heure. C'est génial. Magique. 80... Ça coûte combien? Trop cher. Ouais. 96% des possesseurs d'Apple Watch regardent l'heure la plupart du temps quand ils consultent leur montre, d'après un sondage de Wistly, qui est un genre de club pour possesseurs d'Apple Watch, comme ça on se sent entre nous et tout. Quand c'est que Framasoft fait une Framawatch? Je sais pas si t'as 1 ou 2 milliards à donner. Oui, pourquoi pas, ouais. Ça va dépendre des ressources qu'on a, peut-être. Vous faites une petite montre libre qui donne l'heure et on vend ça à $89, moins le SAV. Ouais, vous le vendez beaucoup trop cher et du coup ça finance vos autres projets. Ah ouais, c'est pas bête. Bah okay. Tu vois. Bon, je t'embauche comme commercial. Tu vas te retrouver vendeuse de montres. Chouette. Petite virgule what the fuck avec ce crash en Lego. C'est l'équipe de Wired, le site américain, qui a fait cracher un Millennium Falcon en Lego et qui l'a mis au ralenti. C'est super beau, je trouve. Oui, c'est très joli. Et donc le quartier libre. Alors, Pierre-Yves Gosset, la campagne Dégoolisons Internet, on en avait parlé l'an dernier à son lancement, c'était il y a 1 an tout pile à peu près. Exactement. On l'a lancé en octobre 2014, c'est-à-dire 1 an après les révélations d'Edward Snowden qui nous avaient, nous, motivés à lancer ce programme. Voilà. Et donc ça consistait en quoi? On va faire un tout petit rappel. Tout petit rappel, ça consiste essentiellement en 3 choses. D'abord, pourquoi est-ce qu'on a lancé cette campagne? C'est parce que Edward Snowden a révélé au grand public que enfin, on avait la preuve que le gouvernement américain utilisait GAFAM, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, pour écouter la population mondiale, et pas seulement les étrangers ou pas seulement les Américains, mais vraiment tout le monde. Et donc, à partir de ces révélations, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. On savait pas trop quoi, parce qu'on est quand même une toute petite association. Et on s'est dit qu'on pouvait faire ce qu'on savait faire. Nous, on est une asso d'éducation populaire. On s'est dit, on va essayer de sensibiliser les gens à cette question-là. Donc, on s'est dit, on va monter un site web classique. On s'est dit, c'est bien beau, mais si on leur dit de quitter GAFAM, ils vont nous dire, ok, d'accord, mais je vais où? Alors nous, on aurait pu leur indiquer les logiciels, on aurait pu leur dire, je sais pas, télécharge OnCloud et installe-le sur ton serveur. À l'époque de Snowden, il y avait un site qui s'appelait Prism Break. Ouais, et qui existe toujours. La et liste qui est très bien. toutes les alternatives. Voilà, et qui est très très bien fait d'ailleurs. Enfin, nous, on renvoie encore des gens d'ailleurs vers Prism Break, qui se prononce quasiment Prison Break, du coup. Et du coup, c'est très bien, sauf que quand les gens ils tombent sur, faut télécharger et installer OnCloud, là ils nous regardaient avec des grands yeux et ils nous disaient, ouais, mais moi je sais pas faire ça. C'est quoi un serveur dédié, etc. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse... S'installer un serveur personnel à la maison, ça résout beaucoup de problèmes, mais c'est quand même une étape psychologique. Disons que c'est le level 12 de la geekitude, et du coup, forcément, ça correspondait pas à nous, à la famille type Dupuis-Morizot à laquelle on s'adresse, et forcément on s'est dit, faut qu'on propose une alternative des alternatives pour chacun des services fermés, centralisateurs et espions de GAFAM. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une liste d'une 30aine de services sur laquelle on savait que le logiciel libre était une solution, et on les met en place et on les ouvre à tout le monde. Donc on dit, voilà, on les appelle Frama machin, c'est plus facile pour les gens pour nous repérer, plus facile pour les gens aussi pour nous faire des dons. Et du coup, forcément, c'était cet objectif-là, c'est ce que les gens voient, en fait. C'est
toute la partie démonstration, et donc les gens se disent n'utilise pas je sais pas Google Doc, tu peux aller sur Framapad, n'utilise pas Google Search, tu peux aller sur Framabi ou trouvons.org ou Tonton Roger aussi, on l'a appelé notre moteur de recherche. Tonton Roger. Oui, on l'a appelé, oui, parce que demande à Tonton Roger plutôt que demande à Google. Je dirais pas qu'on avait bu, mais je dirais pas que non. Et du coup, on a un troisième objectif qui est de d'essaimer. Parce que évidemment, il s'agit pas de faire en sorte que de quitter Google pour aller chez Framasoft. On n'a pas évidemment les milliards et les centaines de milliards de dollars de Google. Et donc voilà, ça c'est la troisième étape du projet qu'on va mettre en place là sur l'année 2016. Donc là, vous avez fêté votre premier anniversaire en sortant 5 projets d'un coup, donc qui étaient presque prêts et vous les avez tous balancés en une semaine. On a beaucoup travaillé cet été. J'ai pas pris beaucoup de vacances. Vous avez fait énormément de projets en un an en fait. Hein. On en a sorti. Vous aviez un calendrier assez bien réparti, mais on se rendait pas compte à quel point ça arrive. Ça débite. Hein. On en voit. On a sorti pour l'instant, donc c'est un projet qui va durer sur 3 ans, en gros de octobre 2014 à octobre 2017. Après, en octobre 2017, on verra ce qu'on fait, mais je pense qu'on sera déjà bien épuisé. Et on avait donc prévu de sortir une trentaine de projets, et là on en est déjà quasiment à 15. Donc ça avance plutôt bien. Et donc, alors en octobre 2014, on a sorti une alternative à Dropbox qui s'appelle Framadrive, qui est basée sur un logiciel libre qui s'appelle OnCloud. Et donc, si tu vas sur framadrive.org, tu peux te créer un compte. Alors, ça va rouvrir dans très peu de temps. On avait ouvert 2000 comptes gratuits, donc 2 gigas, exactement comme chez Dropbox. Et puis, forcément, les 2000 comptes sont partis en moins de 48 heures. Donc là, on va rouvrir un petit peu de comptes. Mais par contre, on est bien d'accord qu'on est dans de la démonstration. Framasoft n'a pas vocation, d'autant que chez nous, c'est gratuit. C'est que du logiciel libre. On n'espionne pas les utilisateurs. C'est sans publicité. Et voilà, c'est garanti que si jamais un jour on nous demande les clés du serveur, etc., on les fournira éventuellement au gouvernement. Enfin, le principe pour nous, ce sera plutôt de dire attention, à partir de maintenant, nos serveurs sont plus sûrs, ce que Google n'a pas fait à l'époque. Donc, on va essayer comme ça de proposer des services. Et donc, le premier service qu'on a proposé en octobre, c'était Framadrive. Voilà, et donc c'est un service qui fonctionne à peu ou prou comme Dropbox, et où tu déposes tes fichiers, tu peux les partager avec des gens, tu peux mettre un album photo, tu peux partager des contacts, etc. Et puis, si tu veux plus que les 2 gigas gratuits offerts par Framasoft, on t'indique différentes sociétés. Voilà, on a un partenariat avec une boîte qui s'appelle Indie Hosters, qui fait du très bon travail. Freemium, vous, tu payes pour avoir plus non, en fait, on veut pas gérer de clients. Nous, on est une association, on aime bien gérer les donateurs, les clients, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que vous transformeriez vite en grosse boîte. Hein. Ouais. Et puis c'est pas du tout l'objectif. On est avant tout une bande de copains qui ont envie de montrer que le logiciel libre est une solution à la centralisation du web. Et donc, c'est plutôt ça qu'on essaye de mettre en avant. C'est pas difficile en fait de faire un équivalent de Dropbox libre. C'est surtout que en fait ça existe. Donc il y a par exemple OnCloud, mais il y a Seafile, il y a Pidio, qui est un logiciel libre français. Il y en a plein qui existent. Le problème c'est que les administrations, les écoles, etc. n'utilisent pas ça. Ils se disent parce qu'ils connaissent Dropbox ou parce qu'ils connaissent Microsoft OneDrive, ils vont aller utiliser les solutions de Microsoft ou de Dropbox ou évidemment celles de Google avec Google Drive. Donc nous on fait juste reprendre, on ne fait que reprendre, on est un peu des parasites, des hackers qui font juste reprendre des choses qui existent déjà, on les met à disposition des gens pour qu'ils puissent découvrir, et on espère que dans les utilisateurs de nos services, il y a des gens qui vont se dire ok, finalement j'ai testé ça chez Framasoft, ça marche bien, et je vais l'installer dans mon entreprise, je vais l'installer dans mon école, je vais l'installer pour mon association, quitte à payer une entreprise pour le faire. Oui, puis vous avez une de vos forces, c'est d'avoir tout ce portail comme ça, et on peut avoir entendu parler par exemple de Framapad, qui est une sorte de Google Docs libre, et après regarder ce que fait Framasoft d'autres et se rendre compte qu'il y a des équivalents pour d'autres logiciels qu'on utilise. C'est un petit peu ça. L'idée, c'est de dire tirer le fil de la pelote de laine, et puis vous en trouverez plein d'autres intéressants. D'autant que il y a des gros services qui rendent bien service, typiquement Framadrive ou Framapad. Puis il y en a des beaucoup plus petits, des raccourcisseurs d'URL par exemple, qui vous espionnent pas, parce que autrement, quand vous fournissez une adresse raccourcie au raccourcisseur d'URL de Google, qui s'appelle go.gl, je crois, quelque chose comme ça. Et ça permet de regarder combien de personnes cliquent dessus. Exactement, et puis ça leur donne de l'info, et puis ça leur, évidemment, c'est fait avec ton compte Gmail à toi, donc du coup, il va savoir éventuellement que tu fais tel lien à telle et telle personne. Et c'est ça qui nous a motivés dans ce projet-là, c'est qu'en fait, le web est en train de se concentrer
concentrer, enfin, Tristan Nitto en parle beaucoup mieux que moi, mais le web est en train de se concentrer autour de très très peu d'entreprises et que ça leur donne un pouvoir absolument phénoménal sur à la fois le web, mais aussi maintenant elle déborde sur la santé, sur la voiture, sur plein d'autres domaines, la robotique, la domotique, etc. Et c'est ça qui nous inquiète. Donc voilà, on essaye de sortir des projets petit à petit et on va essayer maintenant de faire des petits pour que ça soit pas nous qui portions tout sur nos frêles épaules. Alors dans les gros projets, donc il y a, dans les 5 que vous avez sortis pour l'anniversaire, il y a eu la mise à jour de Framapad aussi. Ouais, on a fait une mise à jour de Framapad, on avait parlé dans un 56cast il y a fort longtemps, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. C'était, on avait lancé un crowdfunding, un financement participatif, pardon, comme ça qu'on dit en français. Et donc ce financement participatif, c'était pour dire, voilà, Framapad et donc Etherpad, qui est le logiciel qui motorise Framapad, c'est super bien. Par contre, si vous êtes prof ou si vous êtes dans une asso, si vous perdez votre pad, vous ne le retrouvez pas. Si tu veux partager un pad protégé, voilà, il n'y avait pas ce système de gestion de pad à un niveau personnel où on allait se créer un compte et on allait pouvoir travailler. Il n'y avait que des pads publics. Exactement. Tout le monde venait. Quelqu'un qui a l'URL, en fait, peut arriver dessus et on ne pouvait pas le protéger, quoi. Et puis, ça posait des problèmes. Nous, on avait des problèmes, notamment, Framapad est massivement utilisé dans l'éducation nationale, de façon complètement sauvage, ce qui, pourquoi pas, ça nous va assez bien. Mais ça nous posait un problème, c'est que les profs, ils nous contactaient en disant, bah ouais, mais ce pad-là, maintenant, je voudrais le supprimer parce que il y a des noms d'élèves, par exemple, etc., etc. Donc, on allait les supprimer à la main, il fallait vérifier que le prof était bien le prof, puisque comme il n'y avait pas de compte, voilà, c'était un travail de titan. Et donc, on s'est dit, il nous manque ce plugin de gestion de compte pour Framapad. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un financement participatif, on s'est dit, il faut environ 10-15 000 euros pour payer un développeur pour le faire. Et évidemment, si on trouve la somme, on va le faire et on va le faire en libre. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On avait lancé, c'était en mai 2014, où on avait lancé cette campagne de financement participatif. Et en quelques semaines, en 15 jours, on avait prévu 45 jours, en 15 jours, on avait atteint les 10 000 euros nécessaires. Donc, on a pu payer un développeur. Donc, c'est bien, ça fait vivre l'économie du libre en plus. On a pu payer un développeur pour réaliser ce plugin qu'on a publié sous licence libre et qu'on a annoncé le 5 octobre 2015, donc un petit peu plus d'1 an après. Ça a pris du temps parce que c'est du libre et ça sortira quand ça sortira, comme on dit. Et voilà. Et aujourd'hui, n'importe qui utilise Etherpad, on a à la fois des grosses entreprises et des associations qui utilisent massivement ce système de rédaction collaborative en ligne et en temps réel. Et du coup, ils peuvent, en poussant un simple bouton, ils peuvent télécharger le plugin et l'installer. Et du coup, c'est hyper simple. Et à partir de là, ils peuvent gérer les comptes de leurs utilisateurs, etc. Donc ça, c'était quand même un projet plutôt sympa. Ça un outil assez puissant. Ouais. On le voit, nous, c'est utilisé, je peux les citer, à la SNCF, c'est utilisé dans des écoles, c'est utilisé par des coopératives qui proposent de l'hébergement de pads. Voilà. Donc nous, on est très contents, ça fait vivre l'écosystème du libre et c'est ouvert à tout le monde et notamment aux contributeurs qui voudraient améliorer parce que évidemment rien n'est jamais parfait. Donc s'ils veulent venir et participer, c'est bienvenu. Il y a eu Framaboard. Ouais. Alors Framaboard, nous, à titre personnel, je suis persuadé que c'est un projet vraiment qui déboîte. Je sais pas si tu vois Trello, un petit peu. Trello, c'est un site web sur lequel tu peux aller poser, imagine un tableau blanc sur lequel tu as en gros 4 colonnes. On peut imaginer d'en avoir plus ou d'en avoir moins, mais tu dis ton projet, voilà, dans ma première colonne, je vais mettre des post-it qui vont dire quels sont les projets les tâches qui sont en attente. Une deuxième colonne, je vais faire, voilà, ça, les tâches, elles sont prêtes à commencer. Les tâches, elles sont en cours et les tâches, elles sont terminées. Et donc, tu déplaces tes petits post-it comme ça, c'est un petit peu pour travailler en méthode agile, et tu dis, voilà, pour réaliser tel article, je vais avoir besoin de faire telle et telle tâche, et tu déplaces tes petits post-it. C'est pour gérer l'avancement d'un gros projet qui peut se décomposer en petites tâches. Exactement, en fait. Donc ça permet de décomposer, des petites tâches. L'avantage, évidemment, c'est que tu peux inviter des gens sur ton Framaboard, et donc tu leur dis, voilà, toi, je t'assigne telle et telle tâche. Donc c'est un outil de gestion de projet, mais beaucoup plus simple que ce qu'on avait dans le libre habituellement, qui sont des outils de gestion de projet logiciels et qui sont, je pourrais citer Trac ou Redmine, qui sont des trucs un petit peu lourds et qui font un peu peur à l'œil nu.
pour monsieur, madame Dupuis-Morizot. Et donc là, on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus simple d'accès, mais qui permet quand même d'aller vachement loin, puisqu'on peut partager un calendrier, on peut dire, voilà, si c'est le déménagement de la fille Dupuis-Morizot, bah, tu peux placer ça, tu vas assigner, bah, tiens, il faut que j'appelle tel ou tel, je sais pas, EDF, par exemple, pour leur dire que il faut résilier EDF, ben, tu peux assigner la tâche à quelqu'un, il reçoit un mail, il peut dire c'est fait, c'est pas fait, etc. Et ça permet de gérer plein de choses. Et on porte vraiment beaucoup d'espoir que ça aide beaucoup d'associations à mieux gérer leurs projets et surtout à ne pas les confier leurs données à des outils de GAFAM, encore une fois, pour dire, bah, si c'est une petite asso du coin, peut-être que GAFAM en a pas grand-chose à faire, mais on voit de plus en plus d'entreprises utiliser ces outils-là au sein d'entreprises. Et donc, pour Google, si le jour où Google veut faire de l'espionnage industriel, à mon avis, il en fait déjà, via la NSA, mais du coup, ils ont juste un bouton à pousser pour savoir, bon, au fait, sur quel projet bosse Renault, EDF, etc. Et donc, ils ont juste à regarder les données. Donc là, au moins, ils peuvent regarder chez Framasoft comment ça marche, et si le logiciel leur plaît, on leur conseille juste de le télécharger, de l'installer chez eux, ça prend 10 minutes, un informaticien un petit peu compétent. Ce que toute entreprise devrait avoir. Bah, il vaudrait mieux, sauf que de plus en plus souvent, ils ont tendance, ils ont tendance souvent à maintenant ou à délocaliser ou à sous-traiter, mais c'est surtout dans l'éducation nationale que ça nous fait peur maintenant. Voilà. Un peu dans le même genre, il y a l'agenda, c'est Framadate. Ouais. Alors Framadate, c'est pas agenda, c'est sondage. C'est sondage, oui. C'est sondage. C'est l'équivalent de Google. Là, voilà. C'est pour faire ces prises de rendez-vous. Je fais ma fête la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes libre plutôt vendredi à 20h, samedi à 14h? Voilà, exactement. Et donc ça permet aux gens de se retrouver le bon jour, au bon endroit, etc. Et du coup, là, ce qu'on a apporté comme modification à Framadate, toujours pareil, c'est des capacités de, par exemple, pouvoir retrouver ces sondages, parce que Doodle, par exemple, propose qu'on se crée un compte et donc de lister tous ces sondages. C'est très bien, sauf que du coup, Doodle, qui est une entreprise suisse, mais qui appartient à un fonds d'investissement suisse et américain, donc autant dire qu'un jour ou l'autre, ça va être Google ou Microsoft qui vont le récupérer. Et du coup, c'est ce que permet Framadate maintenant, c'est sans avoir de compte à se créer, avec juste ton adresse mail, on va pouvoir te renvoyer les sondages que tu as déjà créés. Donc nous, on ne sait pas qui tu es, on n'observe pas, c'est sans publicité, c'est libre, c'est éthique, c'est solidaire et c'est décentralisé. Et tu peux complètement récupérer comme ça tes sondages. On a amélioré aussi le design, on essaye de travailler autant que possible sur l'accessibilité pour les personnes, notamment déficientes visuelles, etc. Donc voilà, c'est des projets sur lesquels on a avancé aussi. Et Framadrop, qui est un WeTransfer en fait. Voilà, exactement. Donc WeTransfer, Dropsend, on n'a pas été très malin parce que du coup, quand on dit Framadrop, les gens ils pensent à Dropbox. Drop. Ouais. Parce que en fait, il y a un logiciel qui s'appelle Dropsend qui permet aussi, qui est un équivalent de WeTransfer. Donc là, le principe c'est simple, c'est j'ai 50 mégas de photos à envoyer. Voilà, je veux partager mes 50 mégas de photos que j'ai prises en vacances la dernière fois et je veux les partager avec ma famille. Évidemment, ça passe pas par mail. Là, pareil, on va pas leur dire aux gens d'aller se télécharger un logiciel, un client FTP pour aller mettre les images en ligne, etc. On les aura perdus. Tu les fais passer sur un serveur. Voilà. On les fait passer sur un serveur et la grosse particularité donc de Framadrop, c'est que on chiffre tout de bout en bout. C'est-à-dire que quand tu prends tes photos, tu fais ton zip avec tes 50 photos dedans, tu envoies ce fichier-là. Quand il nous arrive, avant même qu'il arrive sur notre serveur à nous, il est déjà chiffré ce fichier. Et il n'y a que toi qui as la clé de déchiffrement que tu peux transmettre. Nous, on ne peut pas l'ouvrir. C'est juste pas possible. On n'a pas la clé. Donc on ne peut pas ouvrir le fichier. Et c'est uniquement quand tu transfères, par exemple par mail ou autre, l'adresse de ton fichier et la clé de déchiffrement, que les gens vont pouvoir le télécharger. Et l'ouvrir évidemment derrière, s'il n'y a pas la clé de déchiffrement. Et donc nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain on se fait pirater nos serveurs, vos fichiers restent sécurisés vu que nous on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais alors avec tous ces gigas de données que vous brassez sur Framadrop et Framadrive par exemple, au niveau des serveurs, vous avez de quoi, même financièrement, de quoi soutenir tout ça, maintenir Ce qui coûte le plus cher, c'est pas du tout les serveurs. En gros, le côté connectique, les serveurs, la bande passante, les noms de domaine, tout ça nous coûte en gros 10% de notre budget. Donc c'est pas grand chose. Il y a 80% de salaire à peu près, 70% parce qu'il faut bien payer les gens pour administrer ces serveurs. C'est pas gratuit, mais ça coûte pas très très cher. Par contre,
nous, on fixe des limites, c'est-à-dire que le jour où Framadrop deviendra trop gros, il faut qu'on anticipe et qu'on ait créé non pas un Framadrop, mais qu'on en ait créé 10 et qu'ils ne soient pas gérés par Framasoft. Et donc ça, c'est l'objet de ce projet 2016 qui s'appelle Chaton. Je pense à quoi. Un projet qui s'appelle Chaton. Oui, on a un projet qui s'appelle Chaton. Si, Chaton, c'est pour, attention, t'es prête? Collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. C'est super. Vous avez choisi Chaton avant de choisir les mots qu'il y avait dedans, bien entendu. Je ne dirai pas comment ça s'est choisi. Encore une soirée peut-être avinée. Mais du coup, le principe de ce collectif, c'est un petit peu de faire ce que fait la FFDN, tu vois, la Fédération des fournisseurs d'accès alternatifs. L'idée, c'est un peu la même chose. Bon, nous, on va pas faire une fédération parce qu'on n'a pas envie de s'embêter avec ça, mais c'est juste de créer un collectif et de dire à des gens qui font déjà de l'hébergement libre et éthique et solidaire, de dire rejoignez ce collectif, et puis de proposer, et on a déjà pas mal d'associations qui sont intéressées par ça, de dire à des associations qui veulent se créer, donc il y a des gens qui veulent utiliser par exemple Framapad, etc. Et là on est en train de monter avec différentes associations en France et au Québec et à La Réunion et ailleurs, la possibilité de monter des petites associations où les gens vont devenir des chatons. Et ça, on trouve ça beau, pas seulement parce que ça permettra d'éviter. Le chaton, voilà. C'est beau à la exactement. base. Déjà, je suis un chaton, ça sera classe quand même. Bonjour chaton. Ça va vraiment être sympa. Mais c'est en dehors du fait que ça nous évite de devenir un point d'étranglement et surtout un autre point de centralisation. Ce qu'on veut, c'est décentraliser le web. Ça servira à rien de recentraliser. Enfin, quitter Google. Softiser Internet. Exactement. C'est un reproche qu'on nous fait souvent. Mais justement, Chaton nous évitera ça. C'est que du coup, il y aura pas que Framasoft, il y aura une centaine d'associations qui proposeront parfois que du pad, parfois que du Framadat, parfois du mail, des choses comme ça. Et surtout, pour nous, c'est très très important. Ça remettra un petit peu de démocratie et d'éducation populaire, on l'espère, dans le numérique qui aujourd'hui, enfin, nous on s'aperçoit qu'il y a un vrai clivage entre ceux qui savent, par exemple chiffrer, et ceux qui savent pas. Ah oui. Et ceux qui savent ce que c'est que le cloud, c'est-à-dire l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et ceux qui savent pas. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'avec ces centaines d'associations, enfin ces centaines, si déjà on arrive à une quinzaine, vingtaine, centaine, ce sera déjà très bien. On va commencer, hein, tout doucement. Mais les chatons, tu sais, ça va vite. Et donc, ce qu'on espère, c'est que les gens pourront aller se renseigner auprès du chaton de Lyon, par exemple. Il y a une association qui est en train de se monter à Lyon là-dessus. Et que les gens, ils pourront aller non seulement boire un coup avec, par exemple, monsieur, madame Dupuis-Morizot, pour aller boire un coup avec les membres de l'association à Lyon, qui sera Chaton, qui fera partie du collectif Chaton, et du coup, ils pourront aussi discuter avec eux mais en fait, comment ça marche le mail ? Où est-ce qu'il est stocké, mon mail? Et donc là, dans ces associations, on sait répondre à ces questions-là. Et là, les personnes pourront répondre. Et puis, si les gens adhèrent, si madame Dupuis-Morizot, elle adhère au Chaton de Lyon, voilà, elle pourra avoir une voix. Et ça nous paraît aussi très important, c'est que de remettre le numérique finalement entre les mains de monsieur, madame, tout le monde. Voilà, vaste projet. C'est super beau. N'est-ce pas? Et alors rapidement, c'est quoi les prochaines étapes? Les gros projets sur lesquels vous êtes Sur début 2016, fin 2015 déjà, on va sortir framacarte.org, le site est déjà accessible, qui est en fait une copie de umap.openstreetmap.org. UMAP, c'est quoi? C'est un service proposé par la communauté OpenStreetMap qui permet de rajouter une couche sur OpenStreetMap pour placer des points, un peu comme on peut le faire d'ailleurs dans Google Maps. Mais ce qui est pour se faire ses cartes personnalisées. Exactement, voilà, pour dire voilà, moi j'habite là, le parking il est là, si tu veux on se retrouve à tel endroit et tu envoies la carte à quelqu'un. C'est une carte qui peut être collaborative, c'est utilisé par les humanitaires. Lorsque il y a eu la crise avec Ebola, ils ont utilisé ce type de service-là, en se mettant en lien avec la communauté OpenStreetMap pour dire voilà, là on a des foyers d'infection, là on a des centres etc. Et donc c'est très bien, sauf que parfois les serveurs de UMAP sont un petit peu surchargés.
Et donc c'est la communauté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la communauté OpenStreetMap qui nous a contactés en nous disant, bah nous on est bien, on est content, plein de gens utilisent notre service, mais ce serait bien si il y avait d'autres associations ou services ou entreprises qui proposaient le même service que le nôtre. Et donc nous on leur a mis à disposition. Ça va être le premier relais de UMAP, voilà, en fait. Exactement. Si un jour UMAP tombe parce qu'il y a trop de gens qui vont dessus, etc., bah c'est pas grave, tu pourras aller sur Framacarte et ça marchera. Donc ça, c'est prévu pour fin 2015. C'est bientôt fin 2015. Ouais, je sais. Ouais. Tu vois les cernes sous les yeux. Et on va aussi sortir un deuxième projet, je pense d'ici Noël. Ce sera Frama Pétition. C'est un service. Attends, laisse-moi deviner. C'est pour faire des pétitions. Exactement. L'idée là, c'est que des associations, enfin pas des associations, justement des entreprises comme Change.org, par exemple, proposent des services de pétition et de mobilisation en ligne. J'ai rien du tout contre Change.org. Le problème, c'est qu'elles sont en train, entre Change et Avaz, de truster complètement le milieu de la mobilisation en ligne. Et on pense que c'est pas une bonne chose. D'abord parce que c'est des entreprises, elles ont un modèle économique et qu'aujourd'hui, elles peuvent être très sympathiques, mais on ne sait pas ce qu'elles seront demain. Donc il faut préparer l'avenir dès aujourd'hui et proposer des alternatives. Et parce que à un moment donné ou à un autre, c'est pas bon de se dire je vais créer une pétition dont je vais sur Change.org. Et c'est ce genre de choses qu'on essaye de casser. Encore une fois, on n'a aucune animosité envers Change.org. C'est juste qu'ils sont en train de devenir gros et centraux. Exactement. Dans tous les domaines, donc voilà, Frama Pétition. Et en début 2016, de quoi on veut parler? On veut parler d'une alternative à Google Groups, donc proposer des mailing lists ouvertes à tout le monde pour que les gens puissent travailler ensemble par mailing list. On veut proposer du Skype libre. Alors, attention, ça c'est pas gagné. Vous avez des projets méga ambitieux. Skype. Ah non, mais attends, encore une fois, nous on parasite, hein, c'est-à-dire on reprend des projets existants. Ouais. C'est juste qu'on les met à disposition du grand public. Non, mais dit comme ça, on va faire le Skype libre, on va faire le YouTube libre avec votre Framatube. Là, Framatube, on est en train de le repousser parce qu'en fait, on a une super idée, mais ça va prendre longtemps à mettre en place. C'est de faire, tu vois, Popcorn Time. Qui était le logiciel qui permettait de récupérer du... Voilà, ils ont plus ou moins fermé. Oui, ça marche encore, mais ils sont en train de fermer. Et du coup, bon, il y a des forks qui sont nés parce que le logiciel était libre, heureusement. Et donc l'idée, c'est de se dire, parce que si les gens viennent déposer toutes leurs vidéos chez Framasoft, ça va pas fonctionner. Et donc on est en train de se dire, il faudrait faire un Popcorn Time complètement libre, non seulement le logiciel, mais aussi les sources d'informations, etc. Et donc ça pourrait faire une vraie alternative à YouTube, toute petite. Là, il y a un énorme potentiel. Voilà. Donc cool, je suis très impatiente. Merci beaucoup, Pierre-Yves Gosset. Et maintenant, le potager du web. On va parler de ralenti, parce que j'adore les vidéos au ralenti sur YouTube. Et en fait, c'est extrêmement récent. La mode des vidéos en slow motion, on dit même slow-mo quand on s'y connaît. Au début, il y a eu quelques vidéos à succès quand YouTube s'est lancé. Donc on était en 2006, par exemple, il y a eu une boule de billard qui a fait 5,6 millions de vues quand même, celle-là. Wow, le mouvement décomposé, c'est la première fois que les gens voyaient ça sur Internet. Mais les caméras à haute vitesse, donc celles qui enregistrent beaucoup plus que 24 images par seconde, ça se compte en centaines ou en milliers ou en dizaines de milliers, étaient chères. Donc les premiers internautes à se spécialiser dans les vidéos en slow motion ont créé un site qui s'appelle Ultra Slow. Il n'y avait pas grand-chose en octobre 2005. En 2009 seulement, il y a eu un subreddit qui est consacré au slow-mo qui a été lancé. En 2010, en février, le youtubeur Ben Good a uploadé une compilation des 15 vidéos en slow motion qu'on trouvait sur Internet. Et celle-là, elle a fait 17,4 millions de vues. Malheureusement, elle n'est plus en ligne et j'ai eu un peu la flemme de chercher si on pouvait la trouver ailleurs. Et après, seulement quelques spécialistes pointus, comme ZT Research, sont arrivés sur YouTube. Lui, il a supprimé son compte aussi entre-temps, décidément c'est une manie. Il était spécialisé en éclairs en fait. Il allait filmer les orages et filmer les éclairs. Et donc maintenant, aujourd'hui, on peut les voir sur son site weathervideohd.tv. Ça ressemble à ça. C'est assez impressionnant. Et en 2010, sont arrivés sur YouTube les Slow-Mo Guys. Et alors là, c'est eux qui ont démocratisé tout ça.
Maintenant, il y a même des applications sur Android, sur iPhone, où on peut filmer en slow motion directement avec son smartphone. Et c'est peut-être grâce à eux, parce qu'ils ont un succès de fou. Ils ont aujourd'hui 7 millions d'abonnés. Et ils ont investi dans une super caméra haute vitesse pour faire ce genre de vidéo. Ça, c'est une des premières. C'est une des premières parce qu'après, ils ont changé de format et ils ont toujours un peu la même mise en scène. C'est-à-dire qu'ils se montrent, eux, dans leur jardin. On le reconnaît à chaque fois, ils n'en ont pas changé depuis des années. On voit toujours leur grosse caméra à haute vitesse et ils expliquent quelle idée débile ils ont eue cette fois-ci. Enfin, en général, c'est génial en même temps que d'être débile. Puis, ils se filment en vitesse réelle et ensuite, ils nous montrent le ralenti avec une musique dramatique qui fait... C'est toujours la même chose. Donc là, par exemple, ils mettent des élastiques autour d'une pastèque pour voir quand c'est que ça va exploser. It's firing. Oh, ho, ho. Bloody hell! It went. It severed it in half. Oh my god! Wow! Oh, that's incredible! Là, c'est quand même filmé à 1600 images par seconde. Hein. Ça fait un paquet. Et ce qui est marrant dans les vidéos ralenties, c'est qu'ils semblent toujours réagir super tard. Parce que ils sont pas bien calés sur le les truc est déjà complètement explosé, ils l'ont déjà dans la tête, mais ils ont toujours fait aucun mouvement de style. Et après seulement, j'adore. Leur plus gros succès actuellement, c'est une vidéo à 115 millions de vues, dans laquelle ils sautent sur un ballon qui est continuellement rempli d'eau, donc il y a un tuyau d'arrosage qui est branché dedans, et le ballon il gonfle, il gonfle, il gonfle, et il y a un moment, ils vont plus pouvoir sauter dessus, et ça donne ça. 2, 1. Elle est bien celle-là. Aujourd'hui, les Slow Mo Guys sortent toujours plusieurs vidéos par mois et la plus récente, la dernière en date, c'est une tornade de feu qu'ils ont créée avec des ventilateurs. C'est assez impressionnant. Voilà, vous pouvez maintenant aller sur leur compte YouTube, les Slow Mo Guys, et perdre votre soirée à regarder l'ensemble de leurs vidéos. Et on va finir avec des poils. Alors cette semaine, je vais vous raconter la jolie histoire de Imogen et Harry, les bébés koalas. C'est l'histoire du Symbiozo, un parc zoologique en Australie, près de Sydney, où il y a eu 2 bébés koalas. Le premier bébé koala était Imogen, c'est le plus grand, et ensuite il y a eu le bébé koala qui s'appelait Harry, qui est né un petit peu après. Donc Harry, c'est le plus jeune. Mais la mère de Harry est morte d'une leucémie, alors que Harry n'avait que 5 mois. Alors le petit bébé koala, il n'avait plus les délicieuses feuilles d'eucalyptus régurgitées par sa maman qui lui permettaient de se développer comme un bon petit bébé koala. Alors le zoo a décidé de confier le plus jeune des bébés koalas, donc Harry, à la maman du plus vieux bébé koala, Imogen,
pour qu'elle s'occupe de lui et qu'elle puisse le mettre dans sa poche ventrale. Et en échange, ils ont récupéré Imogen eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à leur soigneuse Kylie Elliott de s'en occuper. Et elle s'est fait une sorte de porte-bébé avec des serviettes et elle portait le bébé koala contre elle tout le temps. Ils lui ont donné... Ouais, je sais pas, je pense que c'est un peu envahissant quand même. Parce qu'elle devait vraiment le garder tout le temps avec elle, ils l'ont nourri au biberon et tout. Et maintenant, ils vont tous les deux très bien, ils ont à peu près 1 an et ils ont fêté le premier anniversaire d'Imogen en publiant cette vidéo. Ouais, ok, j'ai changé d'avis, j'en veux bien en fait. C'est presque aussi mignon qu'un chaton, mais c'est un peu plus difficile à trouver. J'aime bien quand il se gratte comme un chat. Bon, sur ce, merci encore Pierre-Yves Gosset, et puis à dans 1 an pour voir combien de dizaines de projets vous avez sortis depuis. Salut!